Hier, la veille du 10e anniversaire du référendum du Brexit, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, a annoncé sa démission sous pression. Depuis plusieurs mois, le chef des travaillistes a déjà un successeur, Andy Burnham. Mais le maire de Manchester pourra-t-il sortir son parti politique de la crise? L'échec de Keir Starmer ouvre-t-il la voie à une restructuration du bipartisme au Royaume-Uni? Bonjour Thibaut Harrois. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en civilisation britannique contemporaine à l'université de Sorbonne Nouvelle. Keir Starmer assurait vendredi vouloir rester à son poste. Bon, ça s'est pas passé exactement comme ça. Voilà, exactement. Bon, ça faisait plusieurs mois qu'il y avait la pression sur Keir Starmer, sur ce gouvernement qui est devenu très impopulaire. Et donc, évidemment, il ne pouvait pas annoncer son départ déjà depuis quelques semaines, puisque sinon, il aurait perdu tout pouvoir. Mais maintenant que son successeur potentiel, Andy Burnham, a rejoint la Chambre des communes, ça devenait vraiment difficile pour lui de se maintenir contre les évidences qui montraient que maintenant, il fallait partir. Mais alors, pourquoi ces difficultés de Keir Starmer? À quoi faut-il l'attribuer? Est-ce que, par exemple, Keir Starmer est trop à droite par rapport au barycentre des travaillistes britanniques? Je crois pas que ça soit uniquement ça. La question n'est pas uniquement une question de politique interne, même si c'en est une au Parti travailliste, mais c'est une question aussi nationale. C'est-à-dire que le gouvernement n'a jamais été vraiment populaire, même après son élection où il a remporté une large victoire. Il y a plus de 400 députés travaillistes, ce qui est inédit. En tout cas, dans les années récentes, une large majorité. Mais Keir Starmer n'a jamais réussi à s'imposer comme un leader clair, un leader sûr de ce qu'il voulait faire pour le pays. Il a été élu sur des promesses de changement pour lesquelles il a eu du mal à mettre en place une politique très concrète, à montrer qu'il y avait un plan clairement défini pour le pays. Il y a eu un certain nombre d'hésitations, de revirements dans sa politique depuis 2024. Et puis plus récemment, il y a eu l'affaire Peter Mandelson, donc cet ambassadeur nommé à Washington, qui en fait était proche de Jeffrey Epstein, donc ça a éclaboussé le gouvernement et la popularité de Keir Starmer. Oui, parce que il faut dire que cela était évitable. Il avait les moyens, Keir Starmer, de savoir le degré d'implication de Mandelson dans le scandale Epstein. Oui, il avait les degrés de savoir et puis en plus, ce qui s'est rajouté sur cette polémique, c'est que justement, il a prétendu que le ministère des Affaires étrangères ne lui aurait pas donné les informations, alors qu'en réalité, le Premier ministre c'est attendu qu'il sache ce genre de choses. Et puis je dirais plus récemment, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu des élections locales et régionales le mois dernier. Ça a été une grande défaite pour les travaillistes et donc ça a fini d'enfoncer le clou dans l'idée que le gouvernement maintenant devait changer. Devait échanger, donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est aujourd'hui bien compris. J'aimerais quand même qu'on parle de la situation politique au sein du Parti travailliste, parce que depuis le départ de Corbyn, qui ne relève plus aujourd'hui du Parti travailliste, on voit bien que la gauche anglaise a des difficultés de choix, ce qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs la gauche d'autres pays, je crois, Thibaut Harrois. Oui, tout à fait. Alors, la situation est particulière au Royaume-Uni puisque traditionnellement, il y a deux grands partis. Un parti de droite, c'est le Parti conservateur, et un parti de gauche, c'est le Parti travailliste. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas. Et le Parti travailliste lui-même, donc, s'est divisé. Vous l'avez rappelé, Jeremy Corbyn a même été exclu du parti dont pourtant il avait été le chef. Et ce parti qui normalement embrasse large, aujourd'hui, c'est un petit peu resserré, même si à l'intérieur, il y a encore plusieurs factions, plusieurs branche, on va dire, du travaillisme, avec une branche qui cherche à faire vivre l'héritage de Tony Blair, donc plutôt un parti finalement libéral dans son essence, et puis d'autres qui aimeraient que le parti retourne vers sa gauche, et c'est peut-être ce qu'Andy Burnham essaye de faire passer, même s'il est évidemment moins à gauche que Jeremy Corbyn l'avait été. Bon, alors effectivement, il y a cette question-là. Quand on parle de fin du bipartisme, justement, ou disons d'évolution du bipartisme anglais, est-ce que ça veut dire que déjà à gauche, il faudrait non pas un parti, mais deux partis? Alors, c'est une possibilité. Déjà, C'est déjà le cas, il y a hein. voilà, il y a déjà plusieurs partis à gauche, notamment l'émergence et le renforcement ces dernières années du Parti vert, qui au Royaume-Uni est un parti plus à gauche que le Parti travailliste et qui actuellement est mené par un leader qui est plutôt populiste dans sa façon de conduire le parti. Vous diriez ça, populiste. Oui, parce que On parle de Zach
Zach Polanski. Polanski, parce qu'il y a des solutions assez simples à apporter à tout un tas de problèmes, avec aussi l'idée qu'il parle au nom du peuple, finalement en utilisant un petit peu les mêmes ressorts que ce que fait Nigel Farage à l'extrême droite, se prétendre être le seul à parler au nom du peuple. Et à vouloir imposer une volonté, dire qu'ils ont compris la volonté populaire que le Parti travailliste ne comprendrait plus. Et donc, c'est vrai qu'il y a le renforcement de ces partis en dehors du Parti travailliste. Maintenant, le système de scrutin fait que c'est extrêmement difficile pour ces plus petits partis de se faire élire et en effet de représenter la population au sein de la Chambre des communes. Mmh. Et alors donc effectivement, on a parlé de la gauche, il faut parler de la droite maintenant. Donc la droite qui, elle aussi, est dans une situation qui, à certains égards, pourrait rappeler, la situation de la droite dans d'autres pays, Thibaut Harrois. Voilà, là aussi, c'est un peu la fin de la domination du Parti conservateur sur la droite britannique. Encore une fois, c'est un peu la même chose que ce on vient de dire pour le Parti travailliste, un parti qui embrassait large et qui aujourd'hui se fait dépasser sur sa droite par Nigel Farage et par d'autres petits partis qui sont encore même plus à droite que Nigel Farage et qui défendent, qui en tout cas promeuvent un discours anti-immigration et qui aimeraient que le Parti conservateur les suive dans cette direction. Et on voit que la grande discussion au sein du Parti conservateur, c'est justement que faire de ces petits partis. Est-ce qu'il faut chercher à s'allier avec Nigel Farage, qui est en tête dans les sondages? Est-ce que il faut au contraire trouver un autre discours pour essayer de relancer un conservatisme qui ne soit pas un conservatisme populiste? Bon, avec, des commentaires très différents sur le Royaume-Uni. Alors, les uns considèrent que, la politique, par rapport à l'immigration est une politique, à venir terrible, avec, donc l'idée de laisser à d'autres pays le soin donc de gérer, la question migratoire au Royaume-Uni, ce qui paraît, donc pour certains commentateurs, tout à fait extrême, et parfaitement insensé. Et puis d'autres, au contraire, qui considèrent que, la question principale au Royaume-Uni, c'est aujourd'hui la manière dont l'islam radical s'y sent chez lui. Mhm. Oui, mais alors cette question de l'immigration, elle a été montée en épingle au moment du Brexit, et on l'a entendu dans le son que vous avez diffusé tout à l'heure. C'est quelque chose qui aujourd'hui occupe la vie politique britannique, et ça a été la raison de la chute déjà des gouvernements conservateurs successifs, puisqu'ils avaient promis de trouver une solution définitive à cette question de l'immigration, et en réalité ils n'ont pas trouvé cette solution, et le gouvernement travailliste a fait exactement la même promesse en disant qu'il allait explorer en effet de pouvoir déléguer à un certain nombre de pays. Alors avant, chez les conservateurs, c'était le Rwanda, aujourd'hui on parle plutôt de l'Albanie comme pays où on pourrait examiner les demandes d'asile notamment, sans faire venir les personnes directement sur le territoire britannique. Mais toujours est-il que déjà les demandes d'asile, ça représente un chiffre qui est négligeable dans l'immigration britannique, et la question de l'immigration, elle occupe le terrain, alors qu'en réalité, économiquement, on voit que le pays n'est pas du tout dans une situation comme celle qui avait été décrite par une des personnes interviewées tout à l'heure, qui dit qu'on ne peut plus Dans le accueillir, etc. Mais reportage ouais, dans de le la reportage, rédaction. voilà. Euh, Ce n'est absolument pas la situation que les économistes confirment. Au contraire, on a besoin de ces immigrés dans l'économie britannique, notamment dans le secteur ne serait-ce que de la santé, du soin. Et on voit que aussi, on ajoute à ces chiffres d'immigration le nombre des étudiants, ce qui peut sembler un peu absurde aussi, puisque les étudiants ne sont pas des immigrés exactement comme les autres. Et tout ça fait que ce discours-là occupe la vie politique britannique de manière démesurée. Comment va être nommé le prochain Premier ministre? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il faut qu'il ait le soutien d'un certain nombre de députés à la Chambre des communes, 80 soutiens, ce qui semble acquis. Et puis, il y aura ensuite un vote, a priori, de la part du Parti travailliste, même si voilà, s'il est le seul candidat, puisque West Streeting, qui était l'autre candidat, a annoncé hier qu'il se retirait pour soutenir Andy Burnham. A priori, Andy Burnham sera élu relativement rapidement comme à la tête du parti. Et donc, logiquement, puisque le Parti travailliste a la majorité à la Chambre des communes, il deviendra le nouveau Premier ministre. Bon, et alors pourquoi réussirait-il mieux, que Keir Starmer? Alors bon, il y a une réponse évidente, c'est que les sondages, lui sont plus favorables. En tout cas, bon, ça c'est le début, hein, Thibaut Harrois. Voilà, il arrive peut-être dans une situation un petit peu plus favorable que celle
de Keir Starmer, et encore, puisque Enfin, finalement... lui est doté d'une aura supérieure à celle de Keir Starmer, mais bon, Keir Starmer est essoré aujourd'hui. Voilà, et la différence, c'est qu'Andy Burnham est maire de Manchester. Il a proposé un certain nombre de solutions au niveau local, au niveau régional, qui ont fonctionné. Et aujourd'hui, l'idée, c'est qu'il pourrait éventuellement prendre ces solutions, utiliser ces solutions qu'il avait trouvées au niveau local et les appliquer pour mener une politique nationale. Ceci dit, quand on dirige une ville, aussi importante soit-elle que Manchester, ce n'est pas exactement la même chose que de diriger un pays. On l'attend aussi sur un certain nombre de questions qu'il n'a pas eu à traiter en tant que maire. Il y a toutes les questions régaliennes qui ne sont pas voilà, de son ressort. Et donc il va falloir aussi qu'il annonce des politiques concrètes, un calendrier peut-être, pour mettre en place enfin les réformes qui ont été promises par les travaillistes en 2024. Quelles sont les difficultés principales auxquelles il va se heurter pour faire en sorte qu'il n'ait pas le même sort rapide que Starmer? Mais il va falloir trouver des solutions économiques à la situation du pays, sauf que on voit que si Starmer a échoué, en tout cas n'a pas réussi à l'emporter dans ce domaine-là comme il l'avait promis, c'est que finalement il ne suffit pas de vouloir pour arriver en effet à relancer l'économie britannique, à relancer la croissance. Il y a des difficultés qui sont structurelles, des difficultés qui sont aussi conjoncturelles, et peut-être que comme son prédécesseur, en fait, Andy Burnham ne trouvera pas de solution dans l'immédiat pour faire sortir le pays de la crise dans laquelle il se trouve depuis déjà de nombreuses années. Merci beaucoup Thibaut Arroy. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en civilisation britannique contemporaine à l'université de Sorbonne Nouvelle. Dans quelques